alors, évidemment, moi, je remercie le directeur de Sciences Po, avec qui, effectivement, on a un partenariat depuis déjà un peu plus d'1 an. Et je suis très fière de pouvoir présenter cette table ronde devant les étudiants de sciences politiques, plus les quelques autres invités qui sont là aussi. Je remercie aussi nos 2 autres participants, parce que c'est la première fois qu'on... Alors, on a déjà fait des choses avec l'INSEE, avec qui on a un partenariat, mais c'est la première fois que, du coup, on a aussi la Banque de France à nos côtés. Donc, un grand merci pour apporter un éclairage complémentaire. Donc, Banque de France, INSEE et Chambre régionale des comptes, pour apporter des éléments sur la situation financière des départements. Est-ce que je parle trop près du micro et est-ce que c'est désagréable ou pas? Ça vous va? Alors, je vois qu'il y a des ordinateurs. J'ai cru comprendre qu'il y a une expérimentation en cours, mais qui ne vous concerne pas vous. Mais je crois que pour les premières années, ils n'ont plus le droit d'avoir d'ordinateur pendant les amphis. Ils doivent tout prendre leurs notes à la main. Mais vous êtes pas en première année, donc du coup, c'est possible. Eh bien, je vais laisser... Donc, on a une animatrice qui est quelqu'un de chez nous, qui est une présidente de section à la Chambre régionale des comptes, Isabelle Houvnagel, et qui va animer notre table ronde en nous donnant la parole aux uns et aux autres. Il faudra qu'on se passe le micro. Je crois pas. Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc, je vais donc avoir la charge d'animer cette table ronde. C'est moi qui vais poser les questions, mais je vous laisserai aussi ensuite la parole pour vous aussi pouvoir poser les questions qui vous intéressent. Nous allons donc ainsi un petit peu rythmer ce moment autour de la situation financière des 13 départements d'Occitanie. Alors, j'ai une première question pour vous, Madame la Présidente. Pourquoi avoir contrôlé ce sujet, la situation financière des départements de la région Occitanie? Pourquoi? Bonne question. Il se trouve que l'année dernière, à cette même période, la Chambre régionale des comptes a été alertée, je trouvais que c'était par un préfet, en l'occurrence, sur les difficultés financières des départements, que peuvent rencontrer certains départements. Et surtout, puisque au mois d'octobre, c'est le moment où les collectivités commencent à discuter de leur budget, bien sûr, pour voter le budget l'année suivante. Et on s'inquiétait d'éventuels déséquilibres budgétaires à venir, parce que vous le savez peut-être, alors je ne sais pas d'où vous venez tous, mais si vous avez fait un peu de finances publiques, une des missions de la Chambre régionale des comptes, c'est de vérifier l'équilibre budgétaire des collectivités. Et lorsque un budget est voté en déséquilibre, le préfet du département saisit la Chambre régionale des comptes sur la collectivité en question, et la Chambre régionale des comptes est chargée de proposer au préfet un budget qui soit en équilibre, que le préfet règle ensuite. Donc voilà, et comme là on était à l'automne 2024, il y avait des sujets sur 1 ou 2 départements, on s'est dit, il faudrait qu'on aille voir en fait de plus près, donc on ouvre un contrôle sur ces départements. Et il se trouvait qu'au même moment, on avait la Cour des comptes avec qui on travaille, qui sort chaque année un rapport sur les finances publiques locales, auxquelles les chambres régionales des comptes sont partie prenante d'ailleurs. Et dans ce rapport sur les finances publiques locales, la Cour des comptes constatait déjà des dégradations de la situation des collectivités, en tout cas prévision d'atterrissage 2024, puisqu'on était en automne 2024, et on constatait des situations notamment hétérogènes suivant les catégories de collectivités, avec un bloc communal, c'est-à-dire communes et interco, qui se portaient bien, des régions qui commençaient à être en difficulté, et surtout la catégorie des départements qui était une catégorie en difficulté. Donc on s'est dit, qu'à cela ne tienne, dans la région Occitanie, nous n'avons que 13 départements, ce qui est déjà beaucoup. Donc en fait, on va aller contrôler l'ensemble des 13 départements, de façon aussi à pouvoir avoir des moyens de comparaison. Donc on a fait une enquête qu'on a conduite dans des délais courts sur l'atterrissage 2024 et la prévision 2025 des 13 départements occitans. Donc on s'est appuyé sur les résultats 2023, sur les données d'exécution 2024, dans la mesure où on les avait de façon un peu tardive, et puis on est allé examiner finalement le côté réaliste ou pas des prévisions budgétaires sur les recettes et sur les dépenses des budgets des départements 2025. Voilà comment ça s'est passé.
Alors, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va parler des départements. Je pense qu'il est important de savoir, c'est quoi les départements, c'est quoi leurs compétences exactement, pour comprendre ce qu'ils dépensent par la suite. Alors, on a un conseiller départemental dans la salle, on va lui poser la question. Donc, vous surveillez que je ne dise pas de bêtises. Donc, les départements, ils avaient jusqu'à la loi Notré de 2015, ils avaient une clause de compétence générale, donc ils pouvaient aller sur finalement l'ensemble des politiques qu'ils souhaitaient. Depuis, il n'y a plus cette clause de compétence générale, mais ils ont certaines compétences emblématiques, enfin obligatoires d'ailleurs. Essentiellement, les départements, ils sont chefs de file pour la solidarité et la cohésion territoriale. Et à ce titre, ils sont notamment, et c'est important, ça concerne finalement sans doute ou amené à concerner chacun d'entre nous, ils sont responsables de la protection des populations vulnérables. Donc c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est la PMI, c'est le handicap, c'est les seniors, l'autonomie, et c'est les personnes précaires avec le RSA. Donc ça, c'est un point très important et c'est un point qui, on le verra plus tard dans la table ronde, c'est un sujet de dépense fort, évidemment. Donc ça, c'est une compétence très importante et essentielle des départements. Il y a aussi d'autres compétences, et vous le savez, vous l'avez vécu vous-même il n'y a pas si longtemps, si j'en juge à vos âges. Ils sont responsables en matière d'enseignement, ils sont responsables des collèges. Alors, pas évidemment de l'éducation, de l'enseignement et autres, mais ils sont responsables de l'entretien des collèges. Quand il y a un nouveau collège qui est construit, c'est le département qui le construit. Ils sont responsables de l'entretien des collèges et de la gestion de tous les personnels techniques qui travaillent dans le collège. Donc ça, c'est une autre compétence importante et qui a un coût, elle aussi. Enfin, il y a une autre compétence qu'on utilise tous en tant que citoyens tous les jours, qu'on soit piéton, cycliste, automobiliste, c'est la voirie. Les départements, ils sont responsables de la voirie départementale. Enfin, lorsqu'on a un problème, on appelle les pompiers. Et les pompiers, la tutelle des pompiers avec l'État, c'est le département. Donc les SDIS, c'est aussi un coût pour le département. Après, ils sont aussi compétents dans d'autres domaines, en matière de logement, d'habitat, aménagement du territoire et autres. Et ils ont aussi des compétences partagées avec d'autres collectivités dans certains domaines qui nous concernent tous aussi au quotidien, la culture, le sport et le tourisme. Ça, c'est des compétences partagées. Par contre, sur les compétences, les aides sociales, c'est eux seuls. Alors, les aides sociales, sur le social, justement. C'est la compétence socle des départements. Donc, je vais me tourner vers monsieur le directeur régional de l'INSEE. Parlons un peu de social et ayons un éclairage sur la démographie de ces départements. Peut-être commençons par le vieillissement, par les populations âgées. Y a-t-il des spécificités en Occitanie? Et pouvez-vous nous dresser un petit panel de cette situation? Alors peut-être avant de parler des spécificités du vieillissement, un panorama général du vieillissement en France, parce qu'il y a un enjeu majeur dans ce sujet du vieillissement, dans la région comme partout ailleurs. Et évidemment, vieillissement induit mécaniquement une hausse des dépenses qui seront liées à la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, des personnes âgées en perte d'autonomie, qui est une compétence des départements. Aujourd'hui, en France, la perte d'autonomie, ça concerne 2 millions de personnes. En faisant des exercices de projection sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui, grosso modo, reviennent à prolonger les tendances démographiques récentes, y compris d'ailleurs en matière de hausse de l'espérance de vie. On peut imaginer que ce nombre de personnes âgées dépendantes, donc ce nombre de personnes âgées en perte d'autonomie, atteindrait 2 800 000 personnes, donc 800 000 personnes de plus d'ici 2050. C'est pas si loin de 2050. Et l'Occitanie n'échappe pas du tout à ce phénomène. Pire encore, ou mieux encore, elle est extrêmement concernée pour deux raisons. D'une part, parce que la part de personnes âgées en Occitanie, et notamment les plus de 85 ans, l'âge à partir duquel s'intensifie la perte d'autonomie, eh bien, ces plus de 85 ans pèsent davantage en Occitanie qu'en moyenne nationale. Et puis la deuxième raison, c'est que, vous le savez, la région Occitanie est attractive. Elle est attractive, y compris pour les seniors. Et ce phénomène-là accentue le vieillissement au-delà des simples effets d'âge, de vieillissement pur. Alors,
La région se distingue aussi par un grand nombre, une grande fréquence de personnes âgées dans les territoires ruraux. Et donc les territoires ruraux sont en première ligne, en proportion évidemment, hein, s'agissant de la prise en charge des personnes âgées. Dans certains départements ruraux, déjà un quart des plus de 75 ans touchent l'APA, hein, l'allocation personnalisée d'autonomie. Hein. Un quart des 75 ans et plus, ce qui est nettement plus que la moyenne. Alors on peut citer par exemple l'Aveyron, le Lot, la Lozère et les Hautes-Pyrénées. Donc, en conclusion, les départements de la région sont tous concernés, les départements ruraux le sont encore davantage, et c'est important pour les finances des départements, le seront durablement. Je disais tout à l'heure que les 2 800 000 personnes âgées en perte d'autonomie au niveau national, c'est un effet maximum qu'on peut estimer autour de 2050. Eh bien, en Occitanie, ce sera plus tardif que ça. Donc, les effets sur les finances publiques seront plus durables dans les départements les moins concernés, ou concernés plus tardivement, comme l'Hérault et la Haute-Garonne. On peut imaginer que ce maximum de personnes âgées en perte d'autonomie sera autour de 2070. Alors, c'est un scénario, hein, et il est discutable, mais en tout cas, c'est une projection possible. Donc, les effets sur les finances des départements ne s'estomperont pas d'eux-mêmes dans les années à venir. Alors, à l'autre bout de la chaîne, les départements s'occupent aussi des jeunes, en tout cas des jeunes en situation difficile, à travers l'aide sociale à l'enfance. Avez-vous aussi un panorama, une projection sur ces jeunes ? Oui, alors là aussi, un petit chiffre, c'est l'INSEE, hein, un petit peu de cadrage. Aujourd'hui, les moins de 20 ans, ils sont déjà moins nombreux que les plus de 65 ans. C'est déjà le cas. Et ce phénomène-là, on sait qu'il va s'accentuer. C'est-à-dire qu'on sait que la baisse de la natalité qu'on enregistre va faire diminuer le poids, hein, donc la proportion des jeunes par rapport à l'ensemble de la population, et notamment par rapport aux plus âgés. Alors, s'agissant plus spécifiquement des aides sociales à l'enfance, hein, pour répondre à votre question, il est déjà intéressant d'avoir en tête les ordres de grandeur. Hein. C'est 9% des dépenses sociales départementales au niveau national. Hein. Donc 9% des aides sociales que versent les départements sont consacrées à l'aide à l'enfance, de manière plus générale. Et il y a un certain nombre de disparités sur le territoire. Hein. En particulier, les Hautes-Pyrénées et le Gers ont un taux de placement à l'ASE, donc, qui est très supérieur, aux autres départements. À l'autre extrémité du spectre, on trouve plutôt la Haute-Garonne, d'ailleurs, et l'Hérault, avec un taux de placement à l'ASE qui est très, très inférieur à ceux que j'ai cités. Pour se donner un petit peu des ordres de grandeur, ou en tout cas une répartition, hein, l'ASE, c'est deux choses. Hein. C'est à la fois le placement, et puis ce sont les mesures éducatives. Et le placement, c'est ça qui coûte cher. Hein. C'est à peu près 80% de la dépense des départements. Alors, est-ce que ça correspond, est-ce que ça rencontre l'intuition ? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans ces départements-là qu'on attendait le plus de dépenses liées à l'ASE ? Pas vraiment. Pas vraiment. La géographie des départements les plus concernés par l'ASE n'est pas forcément très intuitive. On pourrait penser, en première analyse, que sont les plus concernés les départements où le taux de pauvreté des enfants, c'est-à-dire des familles en fait avec enfants, est le plus élevé. Ça n'est pas le cas. Hein, ça n'est pas exactement le cas. Si c'était le cas, d'autres départements seraient plus concernés par l'ASE. Donc, il y a d'autres phénomènes que la seule démographie ou la seule exposition à la précarité qui expliquent ce taux de recours à l'ASE. C'est extrêmement intéressant. On pourra faire du coup le lien un peu plus tard avec les dépenses, effectivement, et ces situations particulières. Le social, il y a de multiples facettes. Je me retourne maintenant vers M. Desarmeaux pour la Banque de France. Le social, c'est aussi les personnes économiquement faibles avec le RSA. Est-ce qu'on peut aussi un petit peu parler justement du niveau de pauvreté dans la région Occitanie et avoir un éclairage sur ce point ? Attendez, je sais plus. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Banque de France assure le traitement des situations de surendettement des ménages à travers des commissions départementales de surendettement.
Donc on peut extraire au bout d'une année de dépôt de dossier quelques chiffres qui viennent de ces dossiers de surendettement. La première chose qu'on regarde, c'est le nombre de dossiers pour 100 000 habitants. Donc en France, c'est 245 dossiers pour 100 000 habitants. Occitanie, 241, donc c'est très voisin. Par contre, à l'intérieur de l'Occitanie, il y a de grosses disparités. En 2023 ou 2024, c'est exactement le même nombre. Donc la Lozère, c'est 125, l'Aveyron, c'est 173. De l'autre côté, l'Aude, 288 et les Pyrénées-Orientales, 297. Donc ça va vraiment du simple au double. Quelques éléments qu'on extrait aussi de l'étude des dossiers de surendettement. Par exemple, la part des revenus d'activité. Parce que dans les revenus, il y a l'activité, il y a les pensions et il y a les transferts sociaux. Donc la part des revenus d'activité en France, c'est à peu près 53% de ceux qui ont déposé un dossier de surendettement. En Occitanie, c'est 48%, c'est déjà moins. Par contre, en Haute-Garonne, c'est 53%, comme en France. L'Aude, c'est 42%, la Lozère, c'est 39%. Donc la part des revenus d'activité est beaucoup plus basse dans certains départements. Si on regarde les capacités de remboursement négatives, alors qu'est-ce que c'est la capacité de remboursement négative? Vous avez un revenu, un reste à vivre normé pour établir un dossier de surendettement, et quand c'est inférieur à 0, c'est qu'il n'y a rien pour rembourser des dettes. Et c'est 50% des dossiers qui sont comme ça en France et en Occitanie. Mais il y a des départements où les capacités négatives sont encore plus fortes. Je prends l'Aude à 55%, le Lot 52%. Par contre, dans le Gers, c'est que 43%. Donc on voit des situations assez disparates. Je vous donne deux autres chiffres qui ne sont pas forcément tirés du surendettement, mais qui reflètent aussi le contexte socio-économique. C'est la part de la population couverte par le RSA. En Occitanie, c'est 8,1%. En Haute-Garonne, c'est 6,1%, donc 2 points de moins. Et Pyrénées-Orientales, c'est 13,4%. La part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, c'est 17%, 17,5% en Occitanie, c'est 14% en Haute-Garonne et c'est 21,2% en Pyrénées-Orientales. Donc j'ai choisi des départements où effectivement on pouvait avoir des écarts assez importants, mais ça reflète, je pense, la diversité des populations dans cette grande région d'Occitanie. Merci pour cet éclairage. Alors revenons sur la situation financière de ces départements occitans. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de leur trajectoire financière ces dernières années? Dès que je le touche, ça craque. Oui, en fait, ce que vous avez appelé, monsieur le directeur, finalement, le reste à vivre, c'est ce que pour les départements et qui sert à rembourser les dettes pour un ménage en particulier, c'est ce qu'on va appeler l'épargne brute pour un département. Puisqu'à partir de cette épargne brute, on rembourse des dettes et après on investit. Une fois que les dettes sont le capital de la dette est remboursé, ça devient de l'épargne nette qui sert à l'investissement ou à mettre des réserves. Bon, c'était juste pour du coup rebondir là-dessus et qu'on fasse le parallèle entre les ménages et les collectivités. Et ce que vous avez souligné aussi, et finalement, l'INSEE, la Banque de France souligne chaque fois, et on le reverra dans la situation financière, la très grande hétérogénéité en fait, des situations sur les 13 départements occitans. Alors, pour revenir à la question, donc les grandes lignes de trajectoire. En fait, c'est assez simple. Alors, on a vu que 2024, ça a été une année difficile pour beaucoup de départements, justement sur cette épargne, cette capacité d'autofinancement, donc ce qu'on appelle cette épargne nette, ce qui est la capacité de financement disponible pour les projets d'investissement. Et donc, 2024 difficile, mais est-ce que c'était le cas avant ou pas? Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la trajectoire, à partir de, disons, juste avant la crise sanitaire, qui est l'année un peu de référence, 2019, c'était avant la crise sanitaire, la trajectoire, elle n'est pas linéaire. Et on ne devait pas passer un petit graphique à ce moment-là? Ah, ça marche pas, bon d'accord. Ça fait rien, je vais faire le graphique. Non, c'était simplement pour vous montrer l'évolution sur les différentes années de cette capacité d'épargne. Ça fait rien s'il n'y a pas le graphique. De toute façon, c'était un histogramme. Vous voyez des barres et vous voyez les barres qui montent. Ah ben voilà, parfait. Voyons là. Voilà, c'est vrai que c'est toujours mieux quand on a sous les yeux. Donc vous voyez que jusqu'en 2022, l'épargne brute, qui est le rectangle orange, ça monte. Donc en fait, entre 19 et 22, l'épargne nette des départements pris dans leur ensemble, elle a beaucoup progressé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, on a un pic, mais qui est un pic qui est exceptionnel, parce que c'était la sortie de la crise sanitaire.
Vous voyez que ce pic, il est bien au-delà des ce qu'on a mis pour mémoire 2019, qui étaient les années classiques où on avait en gros sur les départements un taux d'épargne qui était bon, qui n'était pas à ce niveau de 2022. Après, alors je reviendrai plus tard sur les raisons pourquoi on avait ce pic en 2022 et on reviendra sur le financement et les ressources des départements, parce que c'est ça qui l'explique. Qu'est-ce qui s'est passé après 2022 ? Vous le voyez sur le schéma, en fait, l'épargne nette, elle a chuté déjà en 2023. Ça s'est accentué en 2024. L'épargne nette, ça veut dire qu'on avait plus de dépenses, en gros, et moins de ressources. Alors même qu'en 2024, il y avait une inflation qui avait été importante en 2023, mais quand elle était redescendue quand même. Donc, on avait quand même normalement moins de dépenses. Tout ça mis bout à bout, ce qui montre que en fait, l'épargne nette des départements, c'est-à-dire ce qui leur reste pour investir, en fait, ça a de plus en plus diminué. En 2024, on est dans une situation un peu délicate puisqu'on est à moins du tiers du niveau de 2019, qui était un niveau normal, enfin habituel. Et ça veut dire qu'en fait, cette épargne-là, et ça va amener les indicateurs dont on parlera plus tard, c'est très pédagogique notre affaire. Donc, cette épargne-là, elle ne permet de financer qu'une toute petite partie, à peu près 10% ou 13% des dépenses d'investissement. Comme vous, quand vous mettez de côté, vous gagnez plus que ce que vous dépensez, vous avez une épargne, et puis quand vous voulez acheter un appartement, du coup, vous utilisez cette épargne. Là, du coup, il n'y avait plus grand-chose. Et on n'avait plus que 13% pour financer les dépenses d'investissement, alors que en 2023, l'année précédente, on en avait beaucoup plus. Et avant la crise sanitaire, on avait plus de la moitié des dépenses d'investissement des départements qui étaient financées par cette épargne. Donc là, on a une grosse chute de l'épargne. Et je signale que la situation en Occitanie, puisque nous on regarde les 13 départements occitans, elle a été en 2024 plus difficile finalement qu'au global au niveau national. Au niveau national, l'épargne nette pouvait financer, on avait un financement disponible de 18% des investissements, alors que là, on n'était qu'à 13%. Donc voilà cette dégradation depuis 2022, en fait, puis le pic de 2022. Vous nous présentez là un graphique consolidé pour tous les départements occitans, mais y a-t-il des disparités entre les départements occitans ou suivent-ils tous exactement cette même trajectoire ? Alors non, et du coup mes collègues l'ont dit tout à l'heure, et vous le savez tous, vous venez sans doute tous de départements différents, vous n'êtes peut-être pas tous originaires de la Haute-Garonne, et vous savez que dans certains départements, justement, il y a plus de pauvreté dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, on a la Haute-Garonne qui est un département globalement plus riche avec Toulouse, je parle du profil socio-économique du département. Et puis, on a des départements, d'abord, il y en a qui sont beaucoup plus peuplés que d'autres. La Lozère, c'est un tout petit département. La Haute-Garonne, c'est pas la même chose. On a des budgets, globalement, dans les départements qui sont très différents. On a 13 départements. Le budget le plus élevé, c'est celui de la Haute-Garonne, qui est le plus gros, où on est à 1,7 milliard de budget. Pour vous donner un ordre d'idée, 1,7 milliard d'euros. Alors qu'on est à moins de 200 millions d'euros dans d'autres départements de l'Occitanie, avec une moyenne autour de 500 millions d'euros. Et puis l'Hérault, qui est aussi un département avec un budget de plus d'1 milliard. Voilà, donc vous voyez, les départements, total des 13 départements, budget des 13 départements, c'est 8 milliards d'euros. En face, on a région, budget 3 milliards 5. Donc voilà déjà les nuances déjà objectives sur les départements. Alors, dans la situation financière, on a des différences. On constate qu'elles sont même assez fortes. C'est-à-dire qu'on a une dégradation importante dans quelques départements. Et on a noté qu'on avait 5 départements qui étaient en situation plus préoccupante. Alors que dans d'autres, finalement, la situation est plus favorable, avec une épargne brute qui est plus confortable. Alors, les départements qui sont sous le seuil d'alerte sur l'épargne, c'est l'Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l'Hérault. Ça, c'est en ce qui concerne l'épargne. Après, on a globalement les départements qu'on considère en situation plus préoccupante, qui sont l'Hérault, le Gard, le Gers, le Tarn et la Haute-Garonne, en situation plus préoccupante sur le 2024 et 2025. Mais 2025, on n'a pas l'exécution 2025 encore.
Donc une trajectoire globale similaire, mais des différences d'amplitude, si je comprends bien. Je me retourne à nouveau vers vous, Monsieur Gauthier, pour l'INSEE. Est-ce que vous rattachez ces différences de trajectoire avec des situations démographiques? Est-ce que vous voulez un peu plus loin par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait? J'aurais aimé ne pas vous décevoir et vous dire qu'on peut modéliser tout ça et puis déduire la situation financière des départements à l'aune de leur situation économique, démographique, sociale. Ça marche pas. Ça marche pas, ou en tout cas, ça marche pas complètement. Alors, il y a quand même des choses dont les corrélations fonctionnent assez bien. Prenons les départements très peuplés, Haute-Garonne, Hérault, Gard, que Madame la Présidente a cités, qui sont aussi ceux qui sont dans une situation financière difficile ou fragile. Il y a objectivement des éléments démographiques, sociaux, économiques, qui en expliquent quelques ressorts. Ce sont des départements où la démographie est très dynamique, et démographie très dynamique implique besoins sociaux en croissance. Ça n'est pas contestable. Dans le cas d'ailleurs du Gard et de l'Hérault, rajoutons à ça une exposition plus forte que la moyenne nationale, que la moyenne régionale à la pauvreté, qui là aussi est un facteur aggravant, ou en tout cas aggravant pour la situation financière des départements. Donc, ça fonctionne, en tout cas en matière de corrélation, ça n'explique pas tout, mais ça fonctionne. Rajoutons à ça que pour ces deux départements-là, du côté des recettes cette fois, ce sont des départements qui sont très peuplés, hein, dont les recettes bénéficient d'un fort volume de transactions, et notamment pour les droits de mutation à titre onéreux. Et donc, c'est à la fois une manne, mais aussi une exposition, parce que ce type de recette peut être volatile, et donc ça les expose davantage à ce risque-là, à cette volatilité-là. Mais si c'était vraiment ça qui pouvait expliquer la situation financière, alors les Pyrénées-Orientales, parce que les Pyrénées-Orientales sont exposés à la pauvreté, ont une démographie aussi assez dynamique, et pourtant ne figurent pas dans la liste que vient de citer Madame la Présidente, des situations les plus difficiles, donc des situations financières des départements les plus difficiles. Donc ça ne permet pas de tout expliquer. Quant aux territoires ruraux, c'est sans doute encore plus complexe, hein. D'abord, territoires ruraux ou départements ruraux est extrêmement simplificateur. Il y a une grande diversité, malgré tout, hein, au sein de ces départements ruraux, ou en tout cas une certaine diversité. Certains sont exposés à la pauvreté, je pense à l'Ariège, d'autres beaucoup moins, hein, qui, au contraire, avec des très faibles taux de chômage, comme la Lozère et l'Aveyron. Et de toute façon, ce qu'ils ont de commun, malgré tout, hein, c'est que leur population est plutôt âgée. Et donc, je rappelle ce que j'avais dit, il y a la perte d'autonomie dont les départements doivent prendre en charge. Et ça, c'est un trait commun aux territoires ruraux. Et ils ont par contre une population qui n'est pas très dynamique, hein, qui au mieux stagne, donc des besoins sociaux qui, de ce point de vue-là, du strict point de vue démographique, ne devraient pas être exponentiels. Donc, pour les départements ruraux, c'est encore plus difficile de modéliser. Et de manière générale, hein, ce qu'on peut dire, c'est que les caractéristiques socio-économiques jouent évidemment un rôle, incontestablement un rôle, dans la trajectoire des dépenses et des aides sociales, parce que c'est surtout ça dont je parle, hein, des aides sociales départementales, mais elles n'expliquent pas tout des différences de situation financière des départements. Tant pis. Alors revenons vers la Chambre régionale des comptes et voyons comment on explique d'un point de vue purement financier cette évolution et cette trajectoire financière. Oui, c'est-à-dire au-delà des explications et des analyses qui vous sont données par l'INSEE, nous, en fait, c'est notre cœur de métier, c'est le financier. Donc, voilà, on s'intéresse à cet aspect-là. Alors, pourquoi cette évolution? Là, il faut que je revienne un peu en arrière pour vous expliquer en fait quel est le modèle de financement des départements, c'est-à-dire quelles sont les recettes qui rentrent d'un côté et puis les dépenses. Alors les dépenses, on en a déjà un peu parlé, mais pas tellement des recettes. Monsieur Gauthier, vous avez cité les DMTO, je vais revenir dessus. Il se trouve qu'il y a eu assez récemment des réformes du financement des collectivités, notamment depuis en 2021,
pas mal de réformes, donc vous avez dû entendre parler avec la baisse des impôts de production et des réformes qui ont impacté beaucoup le financement des départements. Et il se trouve que depuis cette date, on a des départements qui n'ont plus de maîtrise sur leurs recettes. Donc c'est quand même un petit peu embêtant quand on gère une collectivité, comme quand on gère un ménage, finalement, c'est qu'on n'a pas de maîtrise sur la recette. Pourquoi? Parce que les recettes, ce sont désormais, elles sont composées en très grande majorité de transferts financiers de l'État. Et dans ce transfert financier, il y a de la fiscalité qui est transférée. Notamment, depuis 2021, les départements reçoivent dans leur panier de recettes des fractions de TVA. Donc la TVA, qui était un impôt national, est reversée en partie aux collectivités et aux départements. Donc là, les départements, ils n'ont pas de maîtrise sur la TVA qu'ils reçoivent. Non seulement ils n'ont pas de maîtrise, mais en plus, ils ne peuvent même pas l'anticiper, puisque quand ils votent leur budget, quand ils établissent leur budget, ils peuvent juste faire une estimation du montant de TVA qui va tomber dans leur escarcelle. Et cette estimation, en 2024, en plus, ils ont eu pas mal moins qu'estimé. Donc ça, c'est compliqué. Et cette TVA, c'est une part essentielle. C'est la première recette, hein, c'est quasiment le tiers de la recette des ressources des départements. Une autre source qui est importante et qui nous intéresse dans cette histoire, c'est un autre acteur qui entre en scène, c'est les fameux DMTO. Alors, c'est quoi les DMTO? C'est pour les initiés. Il y en a qui connaissent, non? Oui, tout le monde connaît, parfait. Donc, les DMTO, c'est les droits de mutation à titre onéreux. C'est ce qu'on appelle de façon incorrecte les frais de notaire quand vous achetez un appartement. En fait, ça ne va pas au notaire, là, en l'occurrence. Donc ça, c'est la taxe que vous payez qui est liée aux ventes de l'immobilier. Donc ces droits de mutation, ils sont importants désormais dans les ressources des départements, mais c'est variable selon les départements. C'est-à-dire que selon les départements, on a une part des DMTO dans les recettes qui varie, mais qui est quand même en moyenne autour de 18%, mais ça peut aller de beaucoup moins de 10% jusqu'à une vingtaine de pourcentages. Donc les départements qui ont une part importante de DMTO dans leur panier de ressources, eux, ils sont forcément plus exposés quand il y a un retournement de conjoncture économique. Et c'est ce qui s'est passé à partir de 2022, après la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'à partir de 2023, en plus il y a eu l'entrée de la guerre en Ukraine et autres, et du coup il y a l'inflation qui a augmenté, les ventes immobilières ont chuté, et donc il y a eu une chute importante des produits de DMTO pour les départements. Donc, qu'est-ce qui s'était passé jusqu'en 2022, montée en flèche après la crise sanitaire des DMTO, tout le monde s'est mis à acheter des appartements ou des maisons, enfin tout le monde. En tout cas, il y a eu une montée des ventes immobilières, donc croissance des DMTO, pic de DMTO. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand tout d'un coup, vous gagnez plus? Il y a un mois où vous gagnez plus, par exemple, une année où vous gagnez plus, peut-être dépenser plus aussi. Parce que souvent les dépenses sont quand même corrélées aux recettes. Donc, ce dynamisme des nouvelles recettes, avec la TVA aussi qui avait augmenté, elles ont atteint ce niveau exceptionnel en 2022. Ça a permis d'assumer une croissance des principales charges des départements, qui étaient en particulier les aides sociales, parce que les aides sociales, ça, vous avez la répartition en fait, des DMTO selon les départements. Donc, vous voyez qu'il y a des plus gros ronds à certains endroits où on a une part de DMTO qui est plus importante. Donc sur les DMTO, justement, je vais laisser la parole à M. Gauthier pour l'INSEE. Est-ce que vous faites un lien entre les permis de construire, le nombre de permis de construire que vous analysez aussi à travers statistiques, et ces droits de mutation et l'évolution que l'on voit s'afficher derrière vous? Oui, alors, même si le produit des DMTO sur les logements neufs, parce que là vous parlez des permis de construire, donc en lien avec les logements neufs, ce produit des DMTO sur les logements neufs, il est plus faible que sur les logements anciens. Mais malgré tout, le dynamisme de la construction neuve influe aussi sur ces recettes, sur les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. Et Madame René l'a dit, à partir de 2022, énorme crise que tout le monde connaît, énorme crise de la construction.
Entre 2022 et 2024, c'est une baisse de 35% de la construction neuve, à peu près la même en Occitanie au niveau national. La différence est infime. Là aussi, d'ailleurs, sur cette baisse de construction neuve, les départements n'ont pas été touchés de la même manière. Certains, comme la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn, le Gard, ont connu des baisses de plus de 40%, tandis que d'autres, l'Aude par exemple, connaissait une baisse beaucoup plus modérée, de l'ordre de 10%. Oui, on parle de 40%, de moins 40% en 2 ans. Donc c'est effectivement absolument significatif sur des budgets. Alors, un petit signal tout de même un peu positif, c'est que la construction neuve depuis le début de l'année 2025 repart légèrement, mais repart. Un petit peu moins d'ailleurs au Garonne que dans le reste de la région, mais repart. Je me retourne maintenant vers la Banque de France, parce qu'on a parlé de 2 sources de recettes fiscales, les DMTO, mais aussi la TVA, directement liée à la conjoncture économique. Pouvez-vous nous donner un petit peu d'éléments qui expliquent cette évolution de la TVA, M. Desarmes? Oui, donc notre appréciation de la conjoncture économique, on le fait à travers des enquêtes de tendance. C'est-à-dire qu'on interroge chaque mois un échantillon d'entreprises. Par exemple, l'Occitanie, c'est 800 entreprises qui sont interrogées chaque mois. Donc le même échantillon, les mêmes entreprises sur les mêmes variables, production, commande, effectifs, stock, trésorerie. Et on agrège tout ça par secteur d'activité par la suite. Et évidemment, on confronte ces résultats aux chiffres qui sortent après, qui viennent à la fois de la collecte de TVA et de l'INSEE. Et globalement, ça se vérifie plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a observé sur la période 2022-2025 ? Donc, une croissance assez forte de la 2022-2023, qui est plus un effet de rattrapage par rapport à la période de ralentissement des affaires durant la période Covid. En 2024, une période de croissance plus faible, mais une croissance quand même, notamment sur l'effet de la demande adressée à l'aéronautique dans notre région qui se diffuse dans l'industrie et les services. Depuis 2025, nous observons donc des évolutions plus contrastées. Donc avec une industrie qui se maintient, des services qui ont décroché vers le bas au 2e trimestre, dont l'intérim qui a décroché assez fort. Une activité stable dans le bâtiment et les travaux publics, essentiellement tirée par la rénovation et les travaux publics avec des grands chantiers structurants. Alors, concernant les chiffres d'affaires, donc là, je vais parler sous le contrôle du directeur régional des finances publiques qui est dans la salle, qui les services nous ont présenté la collecte des chiffres d'affaires à la fin du premier semestre 2025. Donc, l'Occitanie est stable, mais après une année 2024 en augmentation et une évolution quand même positive entre 2023 et 2024 de 4,8%. À l'intérieur de cette région Occitanie aussi, donc dans ces départements, des évolutions disparates et différentes. Donc 4 départements connaissent une augmentation de leur volume d'activité. Donc là, il y a l'Aude, l'Aveyron, la Lozère, le Tarn-et-Garonne. 4 sont stables, l'Ariège, le Gard, le Lot et les Hautes-Pyrénées. Et 5 affichent une baisse plus ou moins marquée. Donc le Gers, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments contextuels. On retrouve là dans la baisse d'activité finalement les départements qui sont en situation préoccupante, enfin en tout cas une partie d'entre eux. Exactement. Alors si je comprends bien, il y a d'un côté des dépenses sociales, qui sont des dépenses un peu fixes, ou en tout cas qui ont été en augmentation, et de l'autre côté des recettes volatiles. D'où un problème. Il n'y a pas de garde-fou? Alors si, il y a quand même quelques garde-fous, notamment il y a le garde-fou de ce qu'on appelle la péréquation. Vous connaissez sans doute aussi, qui est un mécanisme, où je simplifie, où en gros les plus riches redistribuent aux plus pauvres. Donc il y a des mécanismes qui existent de péréquation. Ils ont été mis en œuvre, mais ils n'ont pas été suffisants. Et puis il y a aussi des outils, des techniques comptables qui ont pu être utilisées ici ou là, et qui sont quand vous avez une année un surplus, enfin des DMTO, des recettes qui sont plus importantes que les autres années. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez les mettre en réserve. Donc, il y a une technique comptable qui est pour les DMTO qui a été possible mais seulement 4 départements ont utilisé. C'est qu'ils ont mis en réserve leurs DMTO importantes de 2022. Mais tout ça n'a pas suffi non plus. Alors, je rappelle que pour les DMTO, les départements avaient aussi la possibilité, mais de fait, elle n'était pas activable, c'est qu'ils ont une maîtrise du taux des DMTO. En fait, ils sont quasiment, sauf la Lozère, ils sont tous au plafond déjà du taux. Du coup, ils ne pouvaient rien faire de plus.
Alors, cette mise en réserve, seulement 4 départements ont utilisé cette possibilité. Comment les départements expliquent cette faible utilisation de cette mesure? Alors, bon, les départements, parce qu'ils nous ont répondu, hein, on est en procédure contradictoire, donc quand on fait un rapport, on a la réponse des collectivités. Alors, ils évoquent le fait que le dispositif pouvait être complexe, et puis d'autres ont préféré l'utiliser autrement ce surplus. Par exemple, il y en a qui ont décidé de réduire leur endettement, ou bien qui ont aussi ils ont pu mobiliser les résultats excédentaires d'années précédentes. Donc, en fait, tout le monde n'a pas eu recours au même mécanisme prudentiel. Et puis surtout, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que comme il y avait ce surplus, finalement, ces résultats supplémentaires, dans la grande majorité, en fait, ils ont été consommés, ils ont été dépensés. Alors, on va pouvoir afficher justement, ce document qui va expliquer un petit peu comment ont été utilisés ces produits de gestion. On voit donc qu'il y a une utilisation avec d'un côté des charges de gestion supplémentaires, puisqu'on a 822 millions d'euros de produits supplémentaires, 471 millions de charges de gestion et 351 millions d'excédents de fonctionnement. 471 millions de charges de gestion supplémentaires, cela représente quoi? Ça couvre quoi? Alors oui, vous voyez, en fait, c'est quand même la majorité, plus de 50% qui ont été dépensés pour financer l'augmentation des charges de gestion. Alors, ces charges de gestion, toute la question est là, la hausse des charges, d'où elle vient. Et c'est le débat dont vous avez peut-être, on entend parler assez souvent, entre l'État et les collectivités. Et là, l'État et les départements, les uns disant c'est la faute de l'État finalement, parce que les recettes, elles viennent de lui, et la TVA, on ne peut pas l'anticiper, les MTO non plus. Et puis il y a le département, et puis l'État qui dit si finalement on vous donne, il y a des transferts financiers dans les ressources des départements. Plus de 80% des ressources, c'est des transferts financiers de l'État en fait. Hein. Alors il y a des causes, et là c'était l'objectif de la Chambre régionale des comptes, c'était en fait d'analyser ces causes. Et de montrer, en fait, parce que c'est ce qu'on a vu à travers les comptes et les réponses et questions département, c'est qu'il y a des causes qui sont à la fois exogènes, extérieures au département, qui viennent effectivement de l'État, et il y a des causes qui sont aussi endogènes, qui sont internes au département. C'est-à-dire que, alors tout ce qui est évidemment l'inflation, la conjoncture économique, hein, l'inflation, le coût de l'énergie, pour les collèges ça coûtait cher, tout ça, c'est pas de la faute des départements, entre guillemets, c'est pas de leur responsabilité. Il y a eu énormément de décisions nationales qui ont été prises sur les charges de personnel et qui ont impacté les charges, avec la revalorisation du point d'indice, par exemple. Ou la revalorisation pour les personnes qui travaillaient dans les domaines sociaux. Donc ça a impacté les charges de personnel. Ça, c'est évidemment des causes qui sont pas liées au département. Tout ce qui est augmentation du nombre de bénéficiaires, ça, c'est la conjoncture économique, c'est pas le fait du département. Par contre, il y a aussi des causes qui sont des causes endogènes et liées à des choix de gestion du département. Les départements ont pu choisir, parce qu'il y avait des périodes fastes au niveau budgétaire, ressources, ils ont choisi d'augmenter leur personnel, par exemple, de recruter davantage. Bon, après, une fois qu'on a recruté, c'est difficile de revenir en arrière. Ils ont pu choisir d'accorder des primes qui étaient au-delà de ce qui était prévu au niveau national, ou d'avoir des revalorisations salariales au-delà de ce qui était prévu. Donc ça, c'est des choix tout à fait légitimes de gestion des collectivités, mais qui ont eu un impact ensuite. Il y a pu avoir en matière d'aide sociale. Sur les aides sociales, vous avez dit les aides sociales, c'est à peu près les 2/3 des dépenses des départements. Ces aides sociales, il y a des obligations socles nationales, des choses qu'ils sont obligés de faire. Mais les départements peuvent choisir de proposer un niveau de service qui va au-delà de ces obligations, donc qui lui coûte plus cher. Lorsque vous avez, sur l'allocation d'autonomie, vous avez à gérer des seniors, des EHPAD et autres, vous pouvez proposer plus de visites à domicile de la part des assistants, idem pour l'aide sociale à l'enfance. Il y a des tas de prestations, en fait, de services qui donnent un meilleur niveau de service et qui sont des choix des départements. Donc tout ça fait qu'on a à la fois des causes extérieures et des causes internes aussi. D'accord. Alors, sur les causes extérieures, essayons un peu de modéliser avec à nouveau votre soutien, Monsieur Gauthier. Sur la prestation liée au handicap, est-ce que nous avons une évolution du nombre de bénéficiaires qui est en corrélation avec l'évolution de ces prestations? Oups, et voilà, merci.
Alors, sur la prestation compensatrice du handicap, hein, qui est à la charge des départements. On ne parle pas de l'allocation adulte handicapé, on parle bien de la PCH, la prestation compensatrice du handicap. Là aussi, hein, il est important de remettre ça dans quelques ordres de grandeur. La prise en charge du handicap par les départements, c'est à peu près 15%, 14-15% de leurs dépenses d'aide sociale. Donc c'est un poste de dépense important. Et au même titre que le versement de l'AH, de l'allocation adulte handicapé, la population concernée par la prestation compensatrice handicap, donc la prestation versée par les départements, elle est très, très hétérogène sur le territoire, avec 2 départements qui se distinguent, la Lozère et l'Aude. La Lozère, c'est le taux de PCH, hein, donc d'allocataires rapporté à la taille de la population, un taux qui est le plus important de France. C'est le double de la moyenne nationale. Et alors, c'est évidemment pas un effet population handicapée, c'est un effet d'offre en fait. Hein. C'est un effet d'offre. La Lozère qui offre de nombreux, avec une offre de services extrêmement importante, beaucoup de places en établissement, beaucoup de services aussi aux adultes en situation de handicap. Donc avec cet effet d'offre, un très fort taux, mais aussi une très forte dépense dans le même temps. Alors, votre question, c'était est-ce que ça progresse? Oui, la PCH par habitant, donc le nombre d'allocataires de la prestation compensatrice du handicap augmente légèrement, augmente par contre de manière continue et augmente dans à peu près tous les départements. Ça reste une tendance lourde, mais modérée. Cause exogène qui s'explique. On vient de parler de tout le côté bleu, passons au côté rouge et à l'investissement. Les départements ont investi sur cette période, ils ont investi dans quel domaine et à quel niveau? Alors, ils ont investi en moyenne, l'ensemble des départements par an, plus d'1 milliard, 1,2 milliard par an. Je rappelle quand même que l'investissement des collectivités, c'est quelque chose de très important. Ça fait tourner l'économie, voilà, on construit des équipements. L'investissement globalement des collectivités locales, que ce soit département, région ou commune, c'est la grande majorité de l'investissement public civil en France. Hein. C'est-à-dire que c'est surtout les collectivités qui investissent avant l'État sur l'investissement civil. Donc, ils ont investi plus d'1 milliard par an. Ces investissements, ils sont pour les 2 tiers, en fait, pour la majorité, ce sont des dépenses d'équipement. C'est ce qu'on voit tous. C'est lorsqu'il y a une caserne de pompiers qui est construite, lorsqu'il y a une voirie, dans la voirie, on a des choses qui sont faites, sur les collèges qui sont construits, voilà, ça c'est des dépenses d'équipement. Et la grande majorité des dépenses d'équipement, elles vont d'ailleurs sur la voirie d'abord, c'est le premier poste, et ensuite sur les collèges. Donc ça nous concerne tous en tant que citoyens. Et ensuite, la deuxième option pour les dépenses d'investissement, c'est ce qu'on appelle les subventions d'investissement et qui sont versées pour contribuer à d'autres projets partenariaux. C'est quand le département il va aider une commune à financer, je sais pas moi, une médiathèque, un théâtre, voilà. Et sur des compétences partagées, par exemple dans l'Hérault, département a financé une maison du littoral. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des subventions d'investissement. Alors, faisons toujours un lien entre l'investissement et le réel. Les départements investissent dans les collèges. Est-ce que c'est un investissement qui va perdurer? Est-ce que la population évolue dans ce sens? Alors, sur les collégiens, un seul chiffre, 2200. Ou plutôt moins 2200. Moins 2200, c'est le nombre de collégiens à la rentrée 2025 par rapport à la rentrée 2024. 2200 collégiens de moins à la rentrée 2025. En Occitanie, bien sûr, sur l'ensemble de la région. Et c'est important de le dire parce qu'il y a des effets très localisés. La population ne s'accroît pas ou ne décroît pas, s'agissant des enfants, partout de la même manière. La Haute-Garonne, c'est le seul département à la rentrée 2025, c'est le seul département où le nombre de collégiens continue d'augmenter un peu. Ça n'est plus le cas de l'Hérault, j'allais dire déjà, résistait jusqu'à maintenant, ça n'est plus le cas de l'Hérault et ça n'est plus le cas déjà depuis plusieurs années des territoires ruraux. Donc, le nombre de collégiens diminue. Votre question, c'est est-ce que ça va continuer de diminuer? Là encore,
pas de prévision, de la projection. Hein. Donc, on essaie, selon un certain nombre de scénarios, de se dire qu'est-ce que la population, là en l'occurrence à l'âge de collégien, va devenir. Ce n'est pas une projection très difficile à faire. Autant modéliser la situation financière des départements ne se risque pas, autant projeter le nombre de collégiens, ce n'est pas très très difficile parce que les enfants sont nés, en fait. Ils sont nés et les enfants qui sont nés depuis 2014, hein, c'est ceux qui commencent à rentrer, hein, c'est les générations qui rentrent au collège maintenant, on sait que depuis 2014, le nombre d'enfants a baissé. Et il a baissé même rapidement. Donc, il n'y a aucune surprise dans cette baisse du nombre de collégiens et il n'y a probablement aucune surprise dans la poursuite de cette baisse. Alors, avec une petite nuance près quand même, qui n'est pas tout à fait négligeable. Je disais tout à l'heure que l'Occitanie et la plupart de ces départements attirent de la population. Je disais que tout à l'heure, elle attirait des seniors, oui, mais elle attire aussi des familles avec enfants. Et donc ça vient quand même modérer cette baisse simplement due aux naissances, hein, cette baisse consécutive à la baisse de la fécondité. Donc oui, ça baisse, et oui, très probablement, sans prendre énormément de risques, le nombre de collégiens va baisser. Mais avec cette nuance-là. Alors, de combien ? Si on projette les tendances les plus récentes de la fécondité et des migrations d'ailleurs, on peut considérer que d'ici 10 ans, hein, d'ici à 2035-2036, le nombre de collégiens va baisser de 11%. Et après c'est beaucoup plus difficile à dire, puisque là, ils ne sont pas nés. Un retournement brutal de la fécondité est quand même pas le scénario le plus probable. C'est pas le scénario le plus probable. Donc, au mieux, à partir de 2035-36, le nombre de collégiens va se stabiliser. Et je dis bien au mieux. Mais d'ici là, c'est quand même une baisse de 10% du nombre de collégiens chaque année. Sur les 10 ans. Je me retourne maintenant vers l'expertise de la Banque de France. Plus globalement, l'investissement public a-t-il un fort impact sur la conjoncture économique locale, régionale ? Je pense notamment au secteur de la construction. Oui, donc là, pour répondre un peu précisément à cette question, je suis allé voir les données du CERC. CERC, c'est l'Observatoire régional de la conjoncture dans le bâtiment, auquel on participe. Donc, sur l'investissement des collectivités territoriales, le point haut a été en 2024 avec 6 milliards, réalisé à 84% par le bloc communal. Donc, la région et les départements enregistrent une baisse de leurs dépenses de construction. Si on rapporte ce montant d'investissement au nombre d'habitants du département, donc les montants de travaux réalisés sont les plus importants par rapport au nombre d'habitants, plus importants en Lozère, où il y a plus d'habitants, dans le Lot, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. Par contre, le Gard enregistre le ratio le plus faible. Historiquement, il y a un cycle d'investissement qu'on observe avec les périodes préélectorales. Donc, l'investissement, il est élevé avant les élections locales, après il baisse, et après on observe la reprise d'un autre cycle. Mais là, cette année 2025, il y a plutôt une légère baisse des dépenses prévisionnelles de travaux des collectivités locales, puisque dans leur budget, elles envisageaient une baisse de 1% par rapport à l'an dernier. Et quel est l'impact de cette baisse d'investissement sur la conjoncture économique régionale ? Oui, donc c'est vrai que pour nous, ce n'est pas simple de distinguer la baisse de l'investissement public de la baisse du ralentissement de l'investissement privé, puisque dans les chiffres, il n'y a pas forcément les deux. Hein. Mais on sait quand même que le secteur du BTP est le secteur le plus sensible à la commande publique. Alors, quand on interroge nos chefs d'entreprise chaque mois sur la conjoncture, alors si on se concentre sur ceux de la construction, ils nous disent que les carnets de commandes sont en baisse, alors, tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre. Et il souligne globalement le caractère peu dynamique de la demande, qui est autant publique que privée. Alors, si on regarde dans les segments du BTP, donc il y a le gros œuvre, ils nous disent que les appels d'offres restent parfois longtemps en attente de la décision qui va lancer le projet. Sur le second œuvre, c'est plutôt des incertitudes liées au subventionnement de la rénovation énergétique qui affectent la visibilité des entreprises concernées. Dans les travaux publics, les carnets de commandes offrent une visibilité limitée à 6 mois, alors qu'ils ont l'habitude d'avoir quand même une plus longue visibilité. Donc elle est limitée aussi par le manque d'appels d'offres publics, c'est ce qu'ils nous disent. Si on regarde dans les chiffres de défaillance des entreprises de la construction, donc entre 2022 et 2025 par exemple, donc à fin août 2025, sur 12 mois, il y a eu 1388 entreprises de la construction qui ont été en défaillance.
Si on regarde ce même chiffre à fin août 2022, donc qui était le début de la période regardée, c'était que 694, donc c'est moitié moins. Donc, bon, même si à cette période, il y avait encore du prêt garanti par l'État dans les trésoreries, donc qui était exceptionnellement bas, on voit quand même que le manque d'investissement public et privé, pour moi, a un impact sérieux sur le secteur de la construction. Je vous remercie pour cet éclairage. Alors, au début, nous avons parlé des compétences des départements, différentes compétences, dont les compétences partagées. Ça porte notamment sur le tourisme, l'aide aux collectivités. Est-ce que les départements continuent d'intervenir et d'investir dans ces compétences ou, par exemple, dans l'économie, compétences qui ne revient plus? Compétences qui n'ont plus sur l'économie, puisque c'est la région et les intercos qui l'ont, qui la détiennent désormais. Oui, alors, en plus de leurs compétences obligatoires, donc collège, voirie, aide sociale, oui, les départements, ils continuent à investir dans d'autres compétences partagées. Il faut quand même savoir que cet investissement ne représente qu'une part mineure de leurs dépenses en pourcentage. En revanche, en masse, ça peut être quand même un levier assez important pour les départements qui sont en situation préoccupante. Ça pourrait être une option, mais à eux de la déterminer en disant peut-être la question peut se poser du recentrage sur des compétences qui sont, elles, obligatoires. Ça, c'est une question qui relève de l'opportunité du choix politique des départements. Alors, c'est une possibilité, mais vous l'avez évoqué dans le rapport. Que vous ont répondu les départements sur cette possibilité? Alors, en fait, les départements, quand on les rencontre, puis il y en a peut-être présents là aussi, en fait, ils revendiquent leur rôle d'intervention sur le territoire et leur rôle de soutien au titre de la cohésion territoriale vis-à-vis d'autres collectivités. Et ils refusent en fait d'être de simples guichets sociaux, d'apporter des allocations et des aides sociales. Donc c'est pour ça qu'ils ont financé en fait des compétences partagées. Après, le problème, peut-être je peux faire référence, je vous rappelle un rapport qui avait été produit il n'y a pas si longtemps, en 2024, rapport Ravignon, sur le coût du millefeuille territorial. Et il y a quand même un problème en fait de coordination de multiples acteurs. On a de l'argent public, il distribue à des tas d'acteurs, et puis après, finalement, ces acteurs vont financer ou cofinancer des actions, les mêmes actions, et finalement, on ne sait plus qui finance quoi, et ça devient compliqué. Et ce rapport Avignon avait évalué, peut-être d'ailleurs pas très haut, mais enfin, il avait évalué à 7 milliards le coût de ce millefeuille territorial. Donc ça c'est peut-être aussi une question à se poser et de savoir si voilà, on a des projets, est-ce qu'il faut se désengager ou pas, et ça c'est chaque département de projets culturels qui sont financés par ailleurs par d'autres acteurs. Il faut savoir que l'État, le premier, vient assez souvent aussi demander à d'autres collectivités, dont les départements, de l'aider à cofinancer certains projets d'équipement. Donc, il y a tout ce jeu d'acteurs multiples qui fait que les choses ne sont pas rationalisées. Cher. Des investissements, on en a parlé. Derrière ces investissements, il y a un endettement. Est-ce qu'on peut parler du niveau d'endettement et comment il a évolué entre 2022 et 2025? Alors, le niveau d'endettement, c'est effectivement un point important. Quand il y a investissement, il y a normalement, surtout si l'autofinancement n'est pas au rendez-vous, on a de l'endettement. On a un encours de dette qui a augmenté, je ne sais plus si on le voit sur un graphique ou pas, cet encours de dette, il s'est élevé, voilà, vous le voyez, il arrive l'encours de dette, il s'est élevé à plus, il a augmenté, il s'est élevé à plus de 3 milliards en 2024 sur l'ensemble des 13 départements d'Occitanie. Juste pour vous donner, parce que 3 milliards finalement, ça peut-être pas grand-chose, pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, la dette de l'ensemble des collectivités au niveau national, c'était de 195 milliards. Et la dette de l'État, je vous rappelle qu'elle est à plus de 300 milliards. Voilà. Donc, pour donner une ordre d'idée, on est sur 13 départements occitans. Qui dit dette dit, et on arrive, l'indicateur dont je vous parlais au début, on arrive à un indicateur qui est important, et important pour nous parce que c'est un des indicateurs qui nous permet de dire si la situation est soutenable ou pas. C'est ce qu'on appelle la capacité de désendettement. Alors cette capacité de désendettement, en fait, c'est un ratio assez simple. On prend l'encours de dette et on prend l'épargne
Et cette épargne qui nous permet de rembourser l'encours de dette, lorsqu'on divise l'épargne par l'encours de dette, ça nous donne un nombre d'années qui est théorique, mais qui est un instant T, quand on a un encours de dette et un instant T, on a une épargne, et ben ça veut dire que vous allez avoir besoin de X années pour rembourser cet encours de dette à un instant T. C'est pour ça que je dis c'est théorique. Et on a aussi un indicateur, c'est qu'en gros, entre 9 et 12 ans, quand on arrive entre 9 et 12 ans de remboursement de son encours de dette, ça commence à être un signal pas très bon, ça commence à être beaucoup. Donc ça, c'est un indicateur finalement de dégradation de la situation financière. Alors, on le voit sur le graphique que l'encours de dette a augmenté. Il a augmenté pour tous les départements ou est-ce que certains sont plus concernés que d'autres et dans quelle proportion ? Alors, cette dégradation, elle est nationale, puisque en 2024, on avait déjà une quinzaine de départements qui dépassaient ce seuil d'alerte des 10 ans. En Occitanie, on a surtout 3 départements qui sont le Gard, l'Hérault et la Haute-Garonne, qui ont vu leur capacité de désendettement qui ont dépassé ce plafond en 2024. Après, les situations, on vous l'a dit, mais depuis le début, on le dit tous, finalement, les situations, elles sont très contrastées. Et on a quand même la moitié des départements qui conservent un endettement. Alors, soit, bon, c'est un peu atypique, mais l'Ariège, il a un endettement nul. Soit une capacité de désendettement qui est inférieure à 4 ans. Donc là, il n'y a aucun problème. Hein. C'est les Hautes-Pyrénées, la Lozère, le Lot, l'Aveyron, tout ça, ils ont des capacités de désendettement. Il n'y a pas de souci particulier. Donc, en fait, la situation, elle n'est pas dramatique, mais le problème, c'est en fait dans le niveau de dépenses qu'on a atteint, et on le voit d'ailleurs pour l'État, hein, les discussions parlementaires actuelles, c'est que quand on a atteint un certain niveau de dépenses, c'est très difficile de le baisser et de l'arrêter. Bon, nous avons un état des lieux. Projetons-nous maintenant sur 2025. Je comprends que la situation financière des départements est largement dépendante de la conjoncture économique. Je me retourne donc vers M. Desarmeaux. Quelles sont les perspectives pour 2025? Pouvons-nous escompter sur une reprise économique et notamment une reprise des DMTO? Oui, alors globalement, l'économie 2025, elle affiche qu'une légère croissance. Nous, Banque de France, on prévoit plus 0,7, l'INSEE plus 0,8. Bon, je pense qu'on sera plutôt sur le plus 0,8 avec les dernières enquêtes, mais c'est très proche. Nous, on a une région quand même mieux positionnée que les autres grâce à l'aéronautique, hein, quand même, qui donne un dynamisme qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres régions. Nous, à Banque de France, on produit une statistique qui est la production de crédit à l'habitat des ménages. Donc, chaque mois, on regarde ce que les banques mettent en place comme crédit à l'habitat pour les ménages. Donc, c'est qu'une partie de la construction, mais c'est quand même important par rapport à l'ensemble des travaux de construction. Donc, le point bas, il a été atteint au premier trimestre 2024. Il y a eu 1,5 milliard dans la région. Un an plus tard, il y avait déjà 1 milliard de plus, donc c'était déjà pratiquement 2,4 milliards. La hausse, elle a été confirmée par la hausse des encours, hein, donc c'est-à-dire le stock de crédit qui est sensible à partir de juin 2025. Là, je vais vous donner un chiffre qui est sorti ce matin, c'est la production de crédit à l'habitat, mais au niveau national. Donc, à fin septembre 2025, on est à 12,8 milliards, et c'est une hausse quand même de 38% sur la même période de 2024, sur les 9 premiers mois de 2024. Alors, vous allez me dire, 12,8 milliards, c'est plus faible que 2022, où il y avait plein de DMTO, plein de taux à 0%, donc c'est sûr. C'est sûr, mais ces 12,8 milliards, ça correspond quand même au volume qui était délivré en période pré-Covid. Donc voilà, on retrouve un petit peu la moyenne qui existait avant. Donc cette reprise, elle est évidemment corrélée à la baisse des taux, hein, puisque les taux moyens des crédits nouveaux au logement, ils sont passés de 4,2% en janvier 2024. Et là, ce matin, on est à 3,09% en septembre 2025. Voilà. Merci. Donc nous sommes sur 2025 avec des éléments plutôt positifs. Dans le rapport, la Chambre régionale des comptes a examiné les budgets 2025. Ils ont été votés à l'équilibre. Mais ces derniers avaient-ils correctement anticipé ces prévisions, ces exécutions finalement de recettes et de dépenses? Alors, ils doivent toujours être votés à l'équilibre, hein, sinon le préfet saisit la Chambre régionale des comptes. Ils ont été votés à l'équilibre. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas évidemment l'atterrissage hein, encore. Et puis, le budget, c'est un document politique et prévisionnel. Ils ont eu des difficultés pour voter ces budgets. Et
légitimement parce que finalement, ils avaient très peu de visibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur leurs recettes. Donc c'est quand même assez difficile de voter un budget quand on n'a pas de visibilité sur la recette. On a du mal à connaître le niveau des recettes les plus importantes. Et ça leur est pas imputable, hein, c'est imputable à l'État, là, en l'occurrence. Mais il y a plusieurs départements dans ces budgets 2025 qui se sont engagés, forcément, enfin ils n'avaient pas le choix non plus, dans des démarches soit de révision de leur politique publique, soit de révision de leurs dépenses de fonctionnement, notamment sur les charges générales et sur les charges de personnel. Alors ça, c'est ce qui est annoncé dans le budget. Il faudra voir au niveau de l'exécution si on est au rendez-vous sur l'exécution. Après, il y a pu avoir des réductions, vous avez peut-être entendu parler dans les départements que vous connaissez ou d'où vous êtes originaire, des réductions sur les politiques culturelles, par exemple, des réductions dans les subventions aux associations. Enfin, il y a eu plusieurs, mis à part les réductions internes sur les charges de personnel et autres. Après, ce qu'on a regardé dans la Chambre régionale, c'est qu'on regarde si l'évaluation elle est réaliste. Donc certains, on a constaté que certains avaient pu parfois surévaluer leurs recettes, ou alors n'avaient pas suffisamment taillé dans le vif des dépenses. Et c'est ce qu'on a pu dire sur certains départements en disant attention, si vous allez sur ce budget, s'il est exécuté à 100%, ça ne va pas être soutenable, ça va être compliqué. Donc, mais là, pour l'instant, du coup, le budget il est toujours en cours d'exécution, donc on verra. Je vous remercie. On touche à la fin. Peut-être qu'avant de vous laisser prononcer un mot de conclusion, je vais laisser la parole à l'assistance s'ils ont des questions à poser. Quelqu'un veut-il se lancer pour des questions? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste une précision, puisque donc, Bruno Ollier, je suis directeur général délégué au département de la Haute-Garonne, donc on a bien sûr travaillé avec vous sur ces rapports. Ce que je souhaite préciser quand même, parce que vous indiquez que la Haute-Garonne, sur les capacités des endettements, est au-delà des 9 ans. Alors, c'est au-delà des 9 ans en neutralisant les réserves, puisque le département a été sans doute celui en France qui a fait le plus de réserves, puisqu'on a 110 millions de réserves qui ont été mises en œuvre. Et sur 2024, on avait mobilisé, fait une reprise de 35 millions. Donc, en fait, si on prend cet élément-là, on est à 8,3 ans. Donc, ça ne remet pas en cause les problématiques de trajectoire et puis les incertitudes pour la suite. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut préciser. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport, nous met bien, malheureusement, en 13e position, mais sur les départements dont l'épargne nette n'est pas négative. Tout à fait. Et puis juste pour, puisque là on est en train de bientôt clôturer l'exercice, les objectifs qu'on s'était donnés, on va les atteindre de façon quasi certaine, donc c'est très positif. Bon, mais c'est parfait, oui, c'est très positif. Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure dans les mécanismes de stabilisation, j'avais parlé de la péréquation, mais il y avait la mise en réserve. Et ça, il y avait seulement 4 départements, dont la Haute-Garonne, qui l'a utilisé au plus haut, qui a, de manière prudente, au moment où il y a eu le surplus de DMTO, a mis en réserve ces DMTO et les a ensuite, ce qu'on appelle repris, c'est-à-dire réutilisés dans le budget de l'année suivante, ce qui a permis de effectivement lisser l'impact et d'amortir l'impact conjoncturel. D'autres interventions? Oui, bonjour, Vincent Duissard, professeur à Toulouse Capitole et aussi à l'IEP. Vous avez évoqué la question des financements croisés finalement. Il me semblait, mais je parle de mémoire, que je crois que c'était sous la présidence Sarkozy, on avait vraiment envisagé de les supprimer. Et est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui peut revenir effectivement dans le débat? Parce que c'est vrai que il se trouve que je suis aussi élu local. Alors dès qu'on fait un projet, on demande aux 3, à la région, on demande à tout le monde, effectivement. Et est-ce que pour les départements, effectivement, qui sont nos gros financeurs en tant que communes, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas revenir, finalement, avoir le courage de dire ces financements croisés, maintenant, il va falloir peut-être y mettre un peu d'ordre, en réalité. Alors, oui, après, je ne sais pas si c'est une question de courage ou pas. Ceci dit, les faits et la réalité de la situation va peut-être conduire à revoir cela. Parce que c'est vrai que quand le rapport est sorti en 2024, il y a eu un rapport Woerth et le rapport Ravignon sur le coût du millefeuille, sur ces financements croisés et autres.
on en a parlé, et puis après, on n'a plus entendu parler de rien. Il faut dire que politiquement, ce n'était pas non plus le moment le plus approprié pour aller refaire le grand soir hein, sur la décentralisation ou autre. Mais peut-être que le contexte national, budgétaire et financier va peut-être amener à revoir cela, parce que on voit actuellement des collectivités qui viennent dire à l'État, attendez, vous êtes bien gentil, mais vous venez toujours me demander de cofinancer telle ou telle politique, et moi je vais arrêter de le faire. Enfin, on a des régions qui le font, notamment ça, qui commencent à avoir ce discours-là. Donc peut-être que parce que la manne financière se réduit et qu'on est dans une conjoncture difficile, ça va peut-être amener dans les faits, de façon pragmatique, à recentrer chacun sur sa compétence. Et l'État est dans une position un peu difficile ici, parce qu'il a cette négociation compliquée avec les collectivités, et il dit aux collectivités actuellement, il l'a déjà fait en 2025, vous devez contribuer au redressement des finances publiques, et c'est normal parce que les dépenses des collectivités, elles ont aussi beaucoup augmenté, bien au-delà de ce qui était prévu par la loi de programmation des finances publiques. Mais par ailleurs, sur les territoires, on a l'État, via les régions, qui vont demander des cofinancements aussi aux collectivités, et tout le monde se demande des cofinancements dans tous les sens, en fait. Donc, c'est une position qui est un peu délicate, mais peut-être qu'elle sera revue. D'autres interventions? Est-ce qu'un étudiant de Sciences Po, mademoiselle? Bonjour, je m'appelle Agathe Morvan et je suis en master de carrière administrative à Sciences Po Toulouse. Moi, c'était plutôt une question, puisque dans le département, plutôt dans la région Occitanie, il y a 2 départements qui font partie de l'expérimentation de recentralisation du RSA, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Est-ce que vous savez si ça a eu un impact assez fort en termes de dépenses sociales sur ces 2 départements? Oui, alors les collègues dans la Chambre qui ont travaillé sur ces départements l'ont eu effectivement. Alors j'explique peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant. Et effectivement, donc ce sont les départements qui gèrent le RSA. Et il y a depuis 2 ans ou 3, parce que certains départements y sont rentrés plus tôt, une expérimentation au niveau national de recentralisation de la gestion du RSA. C'est-à-dire que c'est l'État qui reprend en charge la gestion du RSA. Donc ça a commencé avec un département un peu emblématique du RSA qui était la Seine-Saint-Denis. Et puis en Occitanie, effectivement, on en a 2, l'Ariège et les PO. Alors, oui, bien sûr, l'Ariège et les PO, ils font partie des départements qui sont en bonne situation. Et la recentralisation du RSA n'y est pas pour rien. Bien sûr, ça a eu un impact financier positif. Après, c'est une expérimentation. Je ne sais pas, je sais que le Sénat doit faire un bilan, là, ça doit être en cours de cette expérimentation. Est-ce qu'elle va être généralisée ou pas? Parce qu'il y a certains départements qui veulent garder la main là-dessus, je ne sais pas. Est-ce que finalement l'État va considérer que ça lui coûte trop cher aussi et va stopper l'expérimentation? On verra. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je préfère laisser la parole aux étudiants, mais s'il n'y en a pas, moi j'ai une question sur les bonnes pratiques. Peut-être en comparant les 13 départements, vous avez sans doute eu des départements particulièrement vertueux, pour ne parler que du bon côté des choses, notamment l'Ariège, hein, qui n'a pas d'endettement manifestement. Est-ce que du coup il y a des bonnes pratiques qui pourraient être généralisées? Alors, bon, c'est assez compliqué de répondre à cette question, parce que quand on compare les uns aux autres, on nous demande, c'est vrai qu'aussi la presse, tout à l'heure on avait la presse, qu'il y a des bons élèves, mauvais élèves, c'est toujours difficile de comparer comme cela. Simplement, ce qu'on se constate au niveau des faits, hein, les constats financiers qu'on a, c'est que, bon, il y en a 5 qui sont dans une situation plus préoccupante, mais qu'il y en a qui sont dans une situation, il y en a 8 qui sont dans une situation très saine, pour le coup. Vous l'avez cité, c'est l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hauts-Pyrénées et les PO, pour des raisons différentes. Donc les PO et l'Ariège, et aussi la recentralisation du RSA. Et parce que ce que le directeur de l'INSEE et puis le directeur de la Banque de France ont expliqué aussi, c'est qu'on part de situations qui sont objectivement déjà très hétérogènes. On a des profils socio-économiques des départements, des évolutions
évolutions démographiques des départements qui ne sont pas les mêmes, hein. En Haute-Garonne et en Hérault, il y a une progression importante de la démographie. Ça coûte plus cher, forcément. Vous avez plus de bénéficiaires d'aide sociale, vous devez construire plus de collèges, même si les collégiens diminuent. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont été construits. Puis qu'une fois qu'ils seront construits, ça sera un peu compliqué après de réduire la voilure. Donc, on a une situation objective différente. Mais on a aussi, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans notre rapport, qu'on a des causes qui sont retournement économique, conjoncture, des causes conjoncturelles. On a des causes qui sont des causes finalement liées à des politiques État, des causes de dépenses supplémentaires liées à des mesures État. Mais on a aussi des choix de gestion. Et on a des choix de gestion, peut-être parce qu'on a une situation plus facile, entre guillemets, dans certains départements où il y avait moins de bénéficiaires d'aide sociale ou des départements plus petits, plus ruraux. Enfin voilà, c'est multifactoriel. Mais on a de fait des collectivités, des départements qui se tirent de la situation mieux que d'autres. Voilà, c'est le constat qu'on peut faire. Merci. Y aurait-il une dernière question ? Merci pour cette présentation qui a été très intéressante. Donc, je suis Ulrich Terrier, étudiant en 5e année à Sciences Po Toulouse. Moi, j'avais une question concernant notamment la suppression de la taxe d'habitation. Donc, on a vu que c'était un des leviers principaux pour financer les départements. Et au niveau des conséquences, on a vu que l'État s'est engagé à faire un transfert à l'euro près à chacun des départements. Est-ce que réellement cette mesure a appauvri et donc baissé finalement la capacité budgétaire réelle des départements? Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Alors oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est les réformes qui ont eu lieu sur le modèle de financement des collectivités. Donc, on avait effectivement certains impôts qui étaient affectés à différentes catégories de collectivités. Bon, là, il se trouve, c'est un peu complexe, les finances publiques locales. Il se trouve que la taxe d'habitation, elle était affectée au bloc communal, mais que quand on a supprimé la taxe d'habitation sur les résidences principales, puisqu'elle existe toujours sur les résidences secondaires, sur les logements vacants, lorsque l'État a supprimé cette taxe d'habitation, il a compensé pour le bloc communal cette perte sur la taxe d'habitation en faisant transférer une part de la fraction départementale sur la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est passée aux communes. Et ça a été compensé pour les départements. En fait, toujours, c'est un jeu finalement de vase communicant. Et l'État l'a compensé pour les départements par une fraction de TVA. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et c'est la question que vous posez. C'est que maintenant, dans le panier de ressources des départements, il y a essentiellement des transferts d'impôts nationaux. Et donc, sur lesquels ils n'ont pas la main. Et il n'y a pas de maîtrise. Finalement, les seules collectivités qui gardent un peu la main sur leurs recettes, c'est les communes et le bloc communal, essentiellement par la taxe foncière d'ailleurs. Mais bon, après il y a d'autres petites taxes, mais en tout cas, voilà, eux ils ont encore la main sur l'assiette et le taux, et alors que là les départements, ils pourraient avoir un peu la main sur le taux des DMTO, mais qui sont plafond, donc ils n'ont plus la main. Donc il y a ce basculement d'un modèle, et ils ont perdu de l'autonomie fiscale. Alors là, par contre, je le répète, je le répète parce que je l'ai dit tout à l'heure devant la presse, mais l'autonomie fiscale des collectivités, ce n'est pas une garantie constitutionnelle. Par contre, l'autonomie financière, oui. Mais on considère que les ressources des transferts de fiscalité, ça fait partie de l'autonomie des ressources propres des collectivités. Mais donc, oui, ils ont plus la main sur la fiscalité comme ils pouvaient l'avoir auparavant. Il n'y a pas d'autres questions. Nous allons pouvoir conclure. Avant de vous laisser la parole pour conclure, tous les trois, Madame la Présidente, Messieurs les directeurs, juste un mot pour vous rappeler que vous avez notre rapport, si vous voulez aller un peu plus loin, sur la synthèse financière des départements de la région d'Occitanie, qui est en ligne sur le site de la Cour des comptes. Vous y retrouverez le rapport avec tous ces graphiques et vous y trouverez aussi 13 fiches très pédagogiques sur la situation financière de chacun des départements avec différents indicateurs, dont la capacité de désendettement. Et peut-être pouvez-vous conclure tous les trois. Je vous laisse la parole. Alors là, on vous vend le rapport. Je vous dis juste, il n'est pas très long en fait finalement ce rapport. D'ailleurs, nos rapports ont beaucoup baissé en volume justement pour qu'ils soient plus lisibles. Et ils ont surtout une petite synthèse de 2-3 pages au début qui vous permet d'avoir l'essentiel sans avoir à lire forcément l'ensemble du rapport.
Mais je suis sûre que vous l'aviez tous lu avant de venir, donc il n'y a pas de problème. Donc, en conclusion, en fait, c'est qu'on a une situation financière qui est dégradée, mais qui apparaît vraiment très contrastée, mais qui est dégradée et qui peut paraître quand même préoccupante pour certains d'entre eux. Et je voulais faire ce qu'on a un peu parlé des communes, juste un parallèle avec la situation du bloc communal, parce qu'évidemment, la Chambre des comptes Occitanie regarde aussi les communes. Et globalement, le bloc communal, il se porte beaucoup mieux, peut-être justement parce qu'ils ont un panier de recettes un peu différent, ils se portent beaucoup mieux que les départements. Eux, ils ont une épargne nette qui a progressé, même si ponctuellement, on a des difficultés. Et nous, on le voit comme on le voit à la Chambre régionale des comptes, parce qu'il y a plus de 4400 communes, on ne va pas les contrôler tous les 4 matins, même pas toutes. Mais on a les saisines budgétaires dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est aussi une alerte. Et on constate que depuis 2 ans, on a une augmentation des saisines budgétaires. On était toujours à une quinzaine, là, ça fait 2 ans qu'on est quasiment à 40. C'est-à-dire que les préfets nous saisissent. Bon, après, il peut y avoir d'autres types de saisines. Mais on a quand même une augmentation des saisines sur des budgets en déséquilibre. Donc là, ça veut dire quand même qu'il y a une situation quand même globalement assez préoccupante, en tout cas de certaines collectivités, mais une situation contrastée sur l'Occitanie. Je ne sais pas si l'INSEE ou Banque de France. Voilà, j'allais dire, si le directeur régional de l'INSEE ou le directeur adjoint de la Banque de France, vous voulez aussi conclure? Non, vous pouvez aussi aller sur le site de l'INSEE pour aller voir nos publications. Vous pouvez toujours vous abonner à notre lettre d'info. Mais non, ce qui est important, c'est que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, la grille de lecture démographique est très pertinente, apporte beaucoup de sens. Elle ne se suffit pas elle-même, et on l'a dit à de nombreuses reprises, mais la démographie et les conditions socio-économiques, à travers leur contraste aussi, entre les départements, est une grille de lecture qui apporte énormément dans ce domaine-là. Et merci. Site de l'INSEE, vous connaissez. Il y a même une appli, j'ai appris tout à l'heure. Vous aviez fait une appli avec des quiz pour les jeunes. Un peu la même chose pour nous, effectivement. Donc on voit après cette étude qu'il y a une grande variété économique et socio-économique dans cette grande région d'Occitanie. Et si vous êtes intéressé par des informations de conjoncture régionale et nationale, donc chaque mois, vous savez qu'on publie sur notre site, ça s'appelle Tendance régionale, une petite conjoncture qui résulte des interrogations des chefs d'entreprise. Et une fois par an, une enquête typologique sur le surendettement qui décortique toutes les données qu'on extrait des dossiers de surendettement, qui donne des données différentes. Merci à tous. J'en profite pour remercier quand même l'INSEE et la Banque de France qui ont accepté de se joindre à nous et puis d'apporter cet éclairage complémentaire qui me paraissait très, très riche sur la situation financière des départements en élargissant un petit peu la focale finalement. Donc merci à vous. Et merci à vous pour votre présence.